Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les 24e éditions des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées par le Cercle des économistes. Évidemment, Boursorama est partenaire chaque année de cet événement de référence. Votre invitée à présent, c'est Christelle Edman, la directrice générale d'Orange. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Juste un petit mot rapidement de politique. Quel que soit finalement le gouvernement dans les prochaines semaines, est-ce que sur le principe, vous alertez sur les risques que pourraient engendrer des mesures économiques, quelles qu'elles soient, qui pourraient empêcher les entreprises de se développer, de rester compétitives, je ne sais pas, la pression fiscale ou autre. Quelque part, c'est ça votre sujet en tant que chef d'entreprise ? C'est sûr qu'en tant que chef d'entreprise, tout ce qui permet aux entreprises d'être compétitives, aux entreprises françaises de continuer à rayonner à l'international, d'attirer des talents et de se promouvoir, c'est notre enjeu quand on dirige une entreprise comme Orange ou quand on dirige une PME. Voilà, donc, et sur le cap, comment est-ce qu'on garde le cap, la boussole, quand on est à la tête d'un groupe comme Orange, face à toutes ces incertitudes politiques, turbulences géopolitiques? C'est pas facile. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui est très incertain, où on parle de la géopolitique, on peut parler du changement climatique. On vit, nous, dans un monde de technologie qui évolue, vitesse qui évolue très rapidement. Mais j'allais dire, nous, notre boussole, c'est nos clients. On sert nos clients, on apporte des services absolument essentiels à nos clients. Et c'est ce qui fait que nos salariés sont très engagés, sont passionnés par ce qu'ils font. Et quand on sert près de 300 millions de clients dans le monde, on a cette responsabilité. Et donc, au fond, c'est ça notre boussole. Mais c'est pas facile. Parce non, que c'est une espèce de brouillard. C'est pas facile, je ne sais pas si c'était plus facile il y a 30 ans, mais non, mais c'est vrai on vit dans un monde très incertain, mais j'allais dire ça rend le rôle des entreprises encore plus important, parce qu'effectivement, les entreprises, on dépasse les frontières, on dépasse les cycles des élections politiques. Nous, on a beaucoup de collaborateurs qui font des dizaines d'années comme collaborateurs dans un groupe. On a une histoire, évidemment. Alors, on a une histoire en France, on a une histoire dans toutes les géographies où on opère. Et donc, j'allais dire, on a cette responsabilité à la fois vis-à-vis du passé, mais surtout de construire l'avenir pour nos clients et puis pour nos collaborateurs. Il faut qu'on parle des Jeux Olympiques. Vous êtes le seul opérateur, c'est unique ça, le seul opérateur à couvrir les JO. C'est inédit. Alors, ça, non ? c'est vrai que à Tokyo, il y avait 5 opérateurs télécoms. Ouais. Et en fait, on a le spectre d'activité technique le plus large qui n'ait jamais été confié à un opérateur pour les JO. Et ça reflète la richesse en fait, des activités qu'on a chez Orange. On est un opérateur qui a l'habitude d'accompagner les grands événements sportifs. En ce moment, le Tour de France. Orange accompagne les différentes étapes du Tour de France. On a accompagné la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année. On était sur la Coupe du Monde de rugby. Mais les JO, évidemment, c'est... Alors on pense tous à connecter les spectateurs pour qu'ils puissent téléphoner, mais c'est surtout connecter les scores, les arbitres, les médias, les photographes, connecter les images vidéo, transmettre les images vidéo partout dans le monde pour que les milliards de téléspectateurs puissent voir toutes ces images. Donc au service du sport, mais effectivement avec un spectre d'activité qui est le plus large qu'on ait jamais confié à un opérateur. Avec le risque principal, c'est quoi ? C'est le risque de saturation, finalement. On pense le jour de la cérémonie, le 26 juillet. C'est là où il y a potentiellement un risque. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais c'est là où toute l'attention est focalisée. C'est pas que la cérémonie d'ouverture, puisqu'effectivement, quand on est dans un stade, par nature, quand vous rassemblez des milliers de personnes dans un même lieu, on a l'habitude, on densifie nos réseaux pour le grand public. Mais notre priorité, évidemment, c'est surtout que les scores, les arbitres, les médias, les images. Vous imaginez le final du 100 mètres ? Et là, ça se joue, c'est la milliseconde qui compte. Et tout ça, derrière, c'est de la technologie, c'est des réseaux, c'est de la connectivité. Et donc, c'est nous qui le mettons en place. Et puis, sur des sites, on ne se rend pas compte, mais vous prenez l'Accor Arena à Paris, qui va héberger de la gymnastique et du basket. Et donc, en une nuit, on va devoir changer la configuration du site pour pouvoir adapter à un sport nouveau. Et donc, après, le risque... Il y a beaucoup de risques. C'est un projet gigantesque. C'est 32 Coupes du Monde de foot en même temps, les JO. Et donc, le risque, c'est-à-dire la complexité, elle est dans notre métier. Elle est aussi dans la synchronisation avec les autres partenaires. Elle est sur l'énergie. Elle est bien sûr sur les transports. Elle est sur la logistique. Elle est sur beaucoup de choses. Sur la partie cyberdéfense, c'est pas Orange, c'est Atos qui s'en occupe. Et je voulais qu'on parle, Christelle Edman, avec vous un petit peu de cybersécurité, parce qu'Orange est un acteur, un gros acteur majeur de la cyberdéfense. C'est 1 milliard d'euros, je parle sous votre contrôle, de chiffre d'affaires sur 2023. Les demandes de rançon explosent. C'est ça la réalité du quotidien pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui.
C'est vrai que les enjeux de protection des entreprises, c'est quelque chose sur lequel on a investi depuis longtemps. Ça fait plus de 10 ans qu'on a cette activité. Orange Cyberdéfense, aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'on a commencé par accompagner les grandes entreprises qui se sont préoccupées les premières, qui ont été la cible elles-mêmes des attaques en premier. Mais on voit aujourd'hui les PME, une PME sur deux qui a été attaquée par un ransomware ou par une fraude, met la clé sous la porte au bout de 6 mois. Même. Ah, moi j'ai lu 18 mois. Et donc, mais c'est effrayant. C'est vrai que donc on accompagne de plus en plus les PME et on a même lancé des offres maintenant pour le grand public, puisqu'effectivement, l'enjeu de la protection, il faut bien comprendre que les attaques cyber, c'est un business. 1% du PIB mondial, c'est une économie parallèle, donc c'est une mafia. C'est des gens très bien organisés qui essayent d'utiliser les faiblesses qu'il peut y avoir dans les systèmes et puis qui viennent bloquer votre système informatique si vous êtes une entreprise, ou bien qui viennent essayer de récupérer vos données quand vous êtes un particulier pour les utiliser derrière. Et puis c'est la fraude qu'on voit, c'est les SMS frauduleux. Et donc c'est quelque chose sur lequel on a investi, on a lancé les solutions pour que les consommateurs, les clients aient ce réflexe de vérifier avant de cliquer sur un SMS, de vérifier avant de cliquer sur un mail dans lequel on a un doute. Donc pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et c'est vrai qu'on se dit que les grands groupes ont les moyens d'investir. Autant on se dit que les PME, je pense aux hôpitaux, aux administrations, n'ont peut-être pas les mêmes capacités d'investissement. Et en même temps, il faut couvrir ce risque-là pour ses clients. Oui, et c'est en fait des entreprises qui ont des systèmes d'information. Et souvent, le problème, c'est qu'on a des systèmes d'information qui peuvent dater. Et c'est la mise à jour en permanence des logiciels qu'on peut avoir. Et donc, plus les organisations sont anciennes, en fait, et plus on voit qu'on a besoin de mettre à niveau. Et donc, on travaille beaucoup. Mais c'est vrai que de plus en plus, quand même, les PME sont sensibilisées. Et puis, on travaille avec les différents acteurs. Les acteurs de l'État, bien sûr, les acteurs régionaux. Et puis, vous savez, il y a le meilleur témoignage qui existe en la matière, c'est un patron de PME qui a eu une attaque, qui a vu ce que c'est que d'être bloqué pendant 1 jour, 5 jours, 1 mois. Derrière, il arrive à convaincre ses pairs de se protéger parce que malheureusement, c'est à chaque fois des drames personnels et des drames économiques. Vous conseillez de les payer, les rançons, de ne pas les payer? Non, il ne faut pas payer une rançon. C'est toujours un débat, évidemment. Nous, on a des équipes qui accompagnent les patrons d'entreprise quand ça arrive. Bien sûr, il ne faut pas payer parce que malheureusement, payer ne veut pas dire qu'on va être protégé. Mais une fois de plus, il faut regarder chaque cas très précis et la réactivité. En fait, le plus difficile, c'est de détecter qu'il y a un problème et de réagir très très vite, puisque le temps, c'est quand même, moins on laisse de temps à une attaque pour se propager au sein de l'entreprise, plus on peut finalement avoir des impacts limités. Elles sont de plus en plus sophistiquées, ces cyberattaques. Et là, je fais le lien avec l'intelligence artificielle, parce que pour beaucoup d'experts, l'IA, c'est à la fois le poison, en même temps, c'est aussi le remède. C'est vrai, ça? C'est vrai que l'IA, ça permet finalement aux attaques de se moderniser en permanence et puis d'être plus précises. Et c'est là où, en fait, quand on est opérateur télécom, on a cette différenciation qui est que par nos réseaux, on peut observer les menaces et on peut détecter le plus vite possible, le plus tôt possible, en fait, d'où viennent les menaces. Donc on détecte les faux sites web pour éviter que on vous envoie un mail, vous allez sur un faux site bancaire, vous donnez vos coordonnées bancaires sans le savoir à en fait une arnaque et non pas à la banque qui vous héberge, etc. Et donc c'est vrai que l'intelligence artificielle, on le voit, il y a des exemples qui ont été cités où maintenant on peut simuler la voix de quelqu'un, on peut simuler l'image. Et donc on imagine le champ des possibles. Et malheureusement, les attaquants, il suffit qu'ils soient bons une fois pour atteindre leur cible, là où quand vous vous protégez, il faut être bon 100% des cas pour être protégé. Donc de toute façon, il y a un déséquilibre entre les attaquants et ceux qui veulent se protéger. Ça pèse combien dans le chiffre d'affaires? On a dit 1 milliard d'euros, la cyberdéfense. Il y a des objectifs qui sont fixés à horizon 5 ans, 3 ans Alors nous, la cyberdéfense, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. On croît de plus de 10% par an. C'est dans l'ensemble de nos activités entreprises, mais c'est vrai que pour nous, ça vient aussi compléter notre portefeuille d'activité. Donc au-delà du chiffre d'affaires d'Orange Cyberdéfense, ce qui est très important, c'est que tous les clients entreprises qui nous font confiance sur leurs besoins de connectivité, de cloud sécurisé, d'enjeux d'adoption de l'IA, puisqu'effectivement on parle de l'IA, mais beaucoup d'entreprises veulent tester l'IA. Comment le faire dans un environnement sécurisé, maîtrisé,
ça fait partie, et c'est là où la cybersécurité est très complémentaire de notre cœur de métier. Et sur l'IA générative, Christelle Edman, comment c'est implémenté au quotidien chez Orange? Dans les call centers, je ne sais pas, quelles sont les applications qui existent aujourd'hui? Oui, alors comme toutes les entreprises, on fait de l'IA depuis très longtemps, et c'est vrai que l'IA générative est une nouvelle révolution, mais finalement, on vient le mettre en continuité de ce qu'on fait déjà. L'IA générative, c'est d'abord, et l'IA au sens large, c'est d'abord utiliser des données, et ensuite, effectivement, on a des approches très verticales par métier. Donc il y a les call centers, il y a nos réseaux, il y a tout ce qui est l'efficacité interne, les outils internes. Mais ça change l'expérience client? Pour l'instant ou pas encore? Si, mais c'est des petits use cases. Donc, vu du client, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais je prends un exemple. Vous allez sur notre site web, vous posez une question. Avant, on vous renvoyait vers des questions très, très statiques. Et maintenant, on met de la dynamique. C'est-à-dire que vous posez une question, on vous répond à votre question de plus en plus. Alors, ce n'est pas encore généralisé partout, mais c'est quelque chose qu'on adopte. Mais la vraie question, quand on est chez Orange et qu'on pense IA générative, c'est qu'on pense à qu'est-ce que ça veut dire pour les réseaux demain? Comment avoir le meilleur réseau demain quand vous aurez sur votre téléphone la traduction instantanée, votre assistant personnel, et d'ailleurs, et on travaille avec évidemment les grands de la tech qui eux-mêmes réfléchissent. On parle beaucoup évidemment d'NVIDIA, on parle beaucoup des hyperscalers, des géants de la tech, mais la vraie question c'est que le réseau, avec l'IA générative, vous allez retrouver des usages, vous allez avoir des enjeux de latence et de réactivité pour que l'usage soit à la hauteur de ce que vous attendez, qui font que, un peu comme ce qu'on avait avec la voix au début dans le téléphone, on a oublié en fait le monde de la voix parce qu'aujourd'hui on est sur Internet, et le monde d'Internet, c'est des réseaux qui ont été conçus en mode best effort, où on se disait les tuyaux sont toujours suffisamment grands, mais en fait l'IA générative va apporter dans les derniers 100 mètres du réseau, si je caricature un peu, des enjeux qui sont très différents de ceux qu'on a connus dans les 10 dernières années. Et donc, ça pose des enjeux, et on travaille beaucoup sur ces sujets-là pour se dire quel est le meilleur réseau demain pour l'IA at scale, l'IA générative at scale dans nos réseaux. Sur le marché français, Christelle Edman, est-ce que c'est vrai que c'est le grand retour de la guerre des prix dans la téléphonie mobile? C'est toujours une bataille féroce, ça a toujours été, ou plus aujourd'hui qu'hier pour récupérer des abonnés? Alors, nos investisseurs, en tout cas les marchés financiers, évidemment, disent c'est le retour de la guerre des prix. Bon, dans l'Europe des télécoms, la guerre des prix n'a jamais arrêté. Enfin, c'est pas de la guerre des prix, c'est qu'on est dans des marchés très concurrentiels et dans lesquels, effectivement, vous avez des offres très attractives pour les Français. Donc nous-mêmes, effectivement, on propose des offres. Après, nous, on a une stratégie très claire qui est d'accompagner nos clients dans la durée, de les rendre fidèles, de leur proposer toujours plus de services, mais en même temps, d'avoir des prix d'appel qui permettent à un jeune de s'équiper à un prix d'appel. Donc je ne sais pas si c'est plus de guerre de prix, parce qu'on opère dans beaucoup de pays d'Europe et on voit cette réalité qui est qu'effectivement, sur les prix d'entrée de marché, on est sur des prix qui continuent à être très très bas pour toujours plus de trafic, toujours plus de débit. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une accélération. On n'a jamais vu un ralentissement, si je puis dire, dans cet environnement-là. C'est vrai qu'en France, on a les tarifs parmi les plus bas d'Europe, du monde. C'est vrai ça? Alors, pas forcément du monde, parce que si vous allez en Inde, vous avez des tarifs. Sûr, non, voilà. mais un pays comparable. Non, en Europe, c'est vrai qu'on a des prix pour la data mobile, des prix qui sont les plus bas d'Europe. Vous traversez le Rhin, vous allez en Allemagne, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Vous allez en Espagne, c'est un peu différent, c'est un marché qui est très très convergent. Donc voilà, il y a des vraies réalités différentes d'un pays à un autre, mais la France, c'est un des pays où on a les prix data mobile les plus bas d'Europe. Quand on regarde les opérateurs télécoms en Europe, on est petit, il faut le dire, on est petit face aux concurrents américains, concurrents asiatiques. C'est vraiment une évidence que l'industrie européenne, elle est trop fragmentée? C'est une réalité. C'est un fait pour vous? C'est malheureusement une réalité par défaut, puisqu'on est 27 États membres, que les télécoms, c'est des marchés nationaux. Et donc c'est vrai qu'aux États-Unis, vous avez un marché domestique qui est énorme, en Chine aussi, ce qui fait que... Le plus gros des opérateurs européens a combien d'abonnés? Le plus gros des vous regardez le plus gros opérateur européen, il est en Allemagne, puisque le marché allemand est le premier marché. Mais vous regardez, en moyenne, les opérateurs européens, ils ont 5 millions de clients. Là où aux États-Unis, ils en ont 110 millions et en Chine, 450 millions. Et ça, c'est mécanique, c'est la taille de l'Europe, c'est la réalité. Alors évidemment, quand vous êtes en France, le marché en France, Allemagne, Espagne, c'est les grandes géographies. Mais si vous allez dans de plus petits pays, vous avez des opérateurs avec des tailles moyennes beaucoup plus petites. C'est pour ça qu'en matière de consolidation des télécoms, vous souhaitez que les règles du jeu changent afin que des acteurs plus gros puissent émerger. Pour vous, c'est vraiment important parce qu'en même temps, la concurrence, c'est bien, c'est ce qui fait baisser les prix. Donc,
Nous, on ne dit pas qu'il faut tuer la concurrence. On vient d'un monde des télécoms qui était en monopole. On est loin de là. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les télécoms, c'est un métier de coût fixe. Ce qui veut dire que la taille critique compte. Et c'est surtout des activités dans lesquelles on investit beaucoup. On investit tous les ans plus de 6 milliards d'euros dans les réseaux quand on s'appelle Orange. Et donc, si on ne peut pas investir dans les réseaux, c'est quoi les réseaux? C'est la couverture fibre, évidemment, c'est les réseaux mobiles, et c'est de plus en plus la capacité des réseaux. On parlait de l'IA tout à l'heure, toujours plus de trafic dans nos réseaux. Et donc, si on n'a pas cette capacité à investir, qu'est-ce qui va se passer? On ne fera pas la couverture, j'allais dire, de tout le territoire européen en 5G. On ne déploiera pas de la fibre partout en Europe. Donc, à la fin, c'est des choix politiques. Et puis, vous voyez surtout des opérateurs qui, finalement, sont endettés, et la remontée des taux d'intérêt a créé une vraie dynamique qui fait que certains opérateurs sont contraints de vendre leurs infrastructures, de les louer pour pouvoir continuer à vivre et à rembourser leurs dettes. Et voilà, donc on voit qu'on est dans un marché qui est fragilisé. Avec une réglementation européenne qui date des années 90 et qu'il faudrait toiletter ou qu'il faudrait revoir. C'est ça mon point avec la question, et on finit là-dessus, de se dire comment Orange peut profiter justement pour être consolidateur, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, du marché. Orange consolide, puisqu'on a mené des opérations de consolidation en Roumanie, en Belgique et plus récemment en Espagne. Aujourd'hui, Orange en Espagne est leader du marché, co-ex-aequo avec Telefonica. Donc c'est vrai qu'on essaye, mais on est dans des réalités de marché qui sont nationales. Donc il y a des régulations nationales, il y a aussi des régulations européennes. Donc il y a 2 échelons de régulation. Et c'est vrai que l'enjeu de la concurrence, alors c'est pas propre aux télécoms, c'est un sujet qui dépasse aussi celui des télécoms, mais on a encore une doctrine sur la concurrence qui est très pro-consommateur. Et une fois de plus, on ne dit pas qu'il faut remonter, mais pas assez, qui ne prennent pas assez en compte les enjeux d'investissement. Et surtout, on a tendance à définir des politiques en regardant ce qui s'est passé dans le passé, dans les 10 dernières années, en se disant c'est ça qui va se passer dans les 10 prochaines années. Or, ce n'est pas vrai, parce que les accélérations technologiques, les environnements de marché ont beaucoup changé par rapport aux années 2000. C'est la Commission européenne qui a la main là-dessus? La nouvelle Commission? Ce sera la nouvelle Commission européenne, effectivement. Bon, on suivra ça de près. Merci pour cet entretien donc avec Christelle Edman, directrice générale d'Orange, pour la grande interview sur Boursorama, enregistrée, comme vous le voyez, depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, pour lesquelles Boursorama, évidemment, partenaire média. Merci à vous. Merci.